Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts traditionnels, la FC Corner ou bien Efrika. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site, bien évidemment, lucarneopposé.fr. Tout vient de là, messieurs, dames, tout vient de là. C'est la source de Lucarne Opposé, le site. Aussi, chers amis, sachez que le 9e numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible. Un numéro consacré aux rencontres entre continents, quelles furent des tournées ou des mélanges des genres entre confédérations. Nous vous racontons 7 histoires où Am Sud et Europe, Afrique et Asie, Europe et Afrique, Europe et Océanie ne furent qu'un. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. Mes camarades, ce jour, je veux l'Uruguay. Oui, je veux l'Uruguay, car depuis combien de temps, dans Bola Latina, on n'a pas posé nos valises sur les bords de la rivière aux escargots, hein ? Je vous demande, c'est beau ce nom pourquoi la rivière aux escargots ? Parce que Uru, ce serait escargot et Guay, ce serait la rivière, ou un truc comme ça. Depuis bien trop longtemps, à mon sens, on n'est pas allé vers la rivière aux escargots, et c'est là l'occasion de véritablement nous pencher sur cette singularité du monde du football, sur cette singularité tout court d'ailleurs. Comment expliquer le miracle permanent du football uruguayen ? Et pour développer tout cela, il est évident que le micro de Bola Latina s'est directement dirigé vers le plus uruguayen d'entre nous, le sieur Jérôme Le Signe. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, tu en reviens. Tiens, alors on enregistre, tu en reviens d'Uruguay. Tout à fait, je reviens du jubilé de Diego Forlán. J'étais pas invité pour jouer, mais j'étais dans le stade. Et ça s'est très bien passé. On lui souhaite une très bonne saison maintenant qu'il est devenu entraîneur de Peñarol. C'est vrai. Il y avait une bonne ambiance ? Très bonne ambiance, forcément, parce qu'il est très aimé là-bas. Hein. Et le Centenario avait une bonne chambrée de 30-40 000 personnes, donc c'était très sympathique. Ah oui, quand même, tout de même. Et il y avait des beaux noms, des noms historiques. Oh oui, il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe d'Uruguay de 2010-2011, qui fait donc demi-finale en Coupe du Monde et championne de Copa América, avec les Lugano, les Abreu, Luis Suarez d'un côté, et de l'autre, donc les amis de Diego Forlán, avec du Javier Zanetti, du Esteban Cambiaso. Donc voilà, des très bons noms aussi, plutôt argentins, souvent de l'autre côté. Antonio Pacheco, hein, aussi un très grand joueur. Donc voilà, il y avait beaucoup de grands joueurs ce soir-là au stade, et c'était très sympathique pour une petite soirée d'été. C'était le 29 décembre déjà, de l'année 2019. Et oui, été, parce que là-bas, on est de l'autre côté de l'équateur, donc été, quand on est en décembre, on est en été austral, tout à fait. Tiens, rapidement, histoire que nos auditeurs comprennent un petit peu ce qui cloche chez toi, parce que c'est pas courant de trouver des passionnés de football uruguayen et des passionnés d'Uruguay de manière générale. D'où vient cette passion pour ce pays ? Alors très, très honnêtement, j'ai rencontré donc mon épouse qui est uruguayenne il y a 13 ans déjà. On s'est rencontrés en Allemagne, pour rien vous cacher, mais j'ai rapidement pu visiter le pays. Et je suis tombé amoureux du football plus spécifiquement en 2008 parce que mon club de cœur en France, qui est le Racing Club de Lens, est malheureusement tombé en 2e division à cette époque-là, de la main de Giroud. Et donc j'ai voulu regarder un autre football un petit peu le samedi et dimanche plutôt que de regarder la Ligue 1 qui m'écœurait un petit peu à ce moment-là. Et donc j'ai pu regarder les premiers classicos, mes premiers matchs à l'époque en streaming avec plus de pixels sur avec l'écran. Roja Directa. Voilà, avec plein de pixels sur l'écran qui faisaient pas très très joli, mais on commence à suivre comme ça. Et on se rend compte rapidement que le football uruguayen est une sorte de petit miracle, hein, puisque le pays est tout petit, comme on va développer plus tard en termes de population et en termes de taille. Et voilà, donc c'est un football qui m'a tout de suite plu, et des valeurs que j'aime bien. Voilà. D'accord. Écoute, tu as parlé de démographie, là un peu, tu as parlé de population, tu as parlé de taille. Avant de parler du football, en effet, du football uruguayen, il est nécessaire de parler du pays, c'est sûr. C'est quoi l'Uruguay en fait ? L'Uruguay, c'est un petit pays donc engoncé entre l'Argentine et le Brésil, au sud du Brésil.
qui a été créé, donc, qui a obtenu son indépendance à la même époque que les deux grands à côté, hein, mais qui a été poussé donc a priori par l'Angleterre pour être un pays indépendant, une sorte de zone tampon entre les Brésiliens et les Argentins. Le pays est en effet tout petit par rapport à ses deux grands voisins, puisque le Brésil c'est plus de 200 millions d'habitants, alors que l'Uruguay c'est 3,5 millions. Donc ça permet de poser, voilà, ça représente une toute petite taille. Mais souvent comparé souvent appelé la Suisse de l'Amérique du Sud, parce que ça reste quand même un oasis de démocratie et de bon vivre dans une Amérique du Sud qui a souvent la propension à développer des conflits internes ou externes. Ou des dictatures, mais il y en a eu des dictatures en Uruguay. Je me souviens du premier article du premier magazine de Lucarne Opposé où tu parles du Defensor Sporting et tu parles d'un joueur, j'ai oublié son nom, qui a célébré un but d'une manière particulière. Enfin bref, voilà, sous le régime, il y a eu une dictature tout de même en Uruguay. Oui, il y en a eu, et c'est même l'une des pires en Amérique du Sud. Hein, c'est celle où il y a le plus de prisonniers politiques par habitant. Alors c'est toujours la spécificité de l'Uruguay, c'est qu'il y a tellement peu d'habitants qu'à chaque fois qu'il y a des classements par habitant, ils gagnent tout en Amérique du Sud. Donc en effet, mais qui correspondait malgré tout à qui est vraiment une parenthèse. Alors évidemment comme les autres pays, parce que l'Argentine aussi, mais sinon c'est un pays qui est beaucoup plus calme. Et en effet, c'est d'autant plus choquant pour ce qui s'est passé pendant les dictatures, parce que c'est vraiment pas dans l'esprit des gens et dans le calme qu'ils peuvent montrer d'habitude. D'accord. Et culturellement, tu l'as dit, l'Uruguay est coincé entre ces deux géants continentaux que sont l'Argentine et le Brésil. Du coup, qu'est-ce qui diffère clairement un Uruguayen d'un Argentin ou d'un Brésilien ? Qu'est-ce qui empêche l'Uruguay, le peuple uruguayen, de n'être qu'une sorte de trait d'union ou un tampon entre les deux ? Mais c'est propre au petit pays. J'ai souvent tendance à le comparer à la Belgique, c'est-à-dire un certain sens de l'autodérision et un certain calme, comme je disais. Ça reste des pays où ils savent que ils vont pas gagner la guerre, quoi, grosso modo, si demain il y en avait une qui devait être déclenchée. Et donc toujours beaucoup plus de calme et d'empathie qu'on peut parfois le croiser dans d'autres pays. Il n'y a pas de nationalisme, à part le nationalisme s'exprime par le football. Ils vont pas vouloir faire la guerre en Angleterre pour 2 cailloux à 2000 km de distance. Donc voilà, c'est vraiment des pays qui se sont construits comme ça, ouverts sur le monde et un petit peu plus empathiques que les pays autour qui peuvent être assez nationalistes, même les Brésiliens. Hein, et c'est pas une critique parce que c'est le propre des grands pays en général. C'est-à-dire que c'est pas, je pense que c'est vraiment intrinsèquement. Les grands pays ont tendance à développer un certain nationalisme en disant on est fiers de notre pays, on est les plus grands, on est les plus beaux. Les Uruguayens savent qu'à part avoir 4 étoiles sur le maillot, ils ont de la super bonne viande, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, ça permet d'avoir un sens de l'autodérision. Et d'humilité. Et d'humilité, voilà, c'est ça, d'humilité. Si on doit définir un petit peu, c'est grossier parce que ça force à faire des généralités, mais si on arrive à faire un portrait type du caractère uruguayen, de la manière d'être uruguayenne, qu'est-ce que ce serait ? Des gens très calmes qui ont un maté et un thermos sous le bras et qui sont soit supporters de Peñarol, soit supporters de Nacional. Ce qui diffère du coup de l'Argentin, parce qu'eux aussi ont un maté sous le bras, mais ils sont pas très calmes, en effet. Donc là on a la différence en tout cas claire avec les Argentins par exemple. Tiens, d'ailleurs, t'as parlé de cette passion déjà pour le foot, et on va y venir, c'est le sujet du podcast je crois, et de notre site de manière générale. Les Uruguayens ont donc cette passion pour le foot, on va le développer après. C'est un petit miracle que l'Uruguay soit aussi fort et aussi performant en football, malgré qu'il soit un aussi petit pays. Mais en revanche, on ne voit pas tellement l'Uruguay dans d'autres sports. Pourquoi plus le football que les autres sports ? Oui et non, ça fait partie des pays qui ont joué la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai. Il n'y en a pas tant que ça. Et le Brésil, du rugby, non, tu as raison. En basket, ils ont passé pas très très loin de se qualifier. Par la Coupe du Monde de basket, ils ont été éliminés à la première place derrière, entre guillemets, qui était éliminée. Ils ont joué jusqu'à la fin pour se qualifier contre le Mexique de mémoire. Donc il y a d'autres sports. Après, c'est vrai que forcément, le football attire quand même, aimante une grosse partie de la population qui pratique le football, tout simplement. C'est le sport national, en effet. Eh bien oui, c'est le sport national, et j'ai envie de dire qu'avec 2 Jeux Olympiques, 2 Coupes du Monde et 3 demi-finales, tout de même, ainsi que 15 Copa América,
Le palmarès de l'Uruguay est un miracle au regard de sa taille, on l'a dit, 3 millions d'habitants à peine. Tout cela se base sur une production de joueurs de grande qualité depuis les origines du football jusqu'à aujourd'hui. Comment une aussi petite population peut-elle produire autant de joueurs de cet acabit ? Par la pratique. Enfin, ce qui différencie vraiment pour moi de ce que j'ai pu en voir par rapport à d'autres pays, c'est que pour le coup, tous les Argentins pratiquent tous les Uruguayens pratiquent le football. On t'en veut pas. Tous les Uruguayens pratiquent le football à tous les niveaux. Quand on regarde les statistiques, quand on se balade, alors quand on regarde les statistiques, quand on voit le nombre de jeunes qui sont licenciés, quand on voit le nombre de personnes en général qui sont licenciées, et de ce qu'on peut voir dans la ville quand on se balade le samedi matin, où le baby football, c'est le football infantile pour enfants de jusqu'à 13 ans, draine un monde incroyable. Quand on voit que les soirées d'entreprise sont organisées dans des stades de football à 5, où ils mettent toujours une paricha, c'est-à-dire un grand barbecue, schématiquement, à côté des petits stades de foot couverts. Et donc, ils louent ça pour les soirées d'entreprise, par exemple. C'est-à-dire que les gens, quand vous avez une société, que vous êtes 30 ou 40, vous faites une soirée, vous l'organisez dans un stade de football 5 avec une paricha à côté. Donc, c'est vraiment dans la pratique. Les gens jouent au football. Dès qu'ils ont 1 an et demi, dès qu'ils savent marcher, ils jouent au football. Après, j'ai vécu au Brésil, je connais assez bien l'Amérique latine, je connais aussi assez bien l'Argentine, le Chili, j'ai envie de dire c'est la même chose. Au Brésil, les gens jouent au football très tôt, et ils passent leur temps à jouer au football, et ils louent des terrains de football pour jouer au football et bouffer de la barbaque, sur pas de la paricha, mais des churrasco, mais si t'es argentin, c'est de la paricha aussi. Bon. Et si t'es au Chili, c'est de l'assado. Bon, mais voilà, qu'est-ce qui fait que l'Uruguay arrive à être aussi bon avec aussi peu d'habitants ? C'est ça qui est fort tout de même. Après, au-delà, donc il y a le fait, tout d'abord, je pense que quand ils pratiquent, il faudrait voir les statistiques, mais ils pratiquent énormément. C'est-à-dire, j'ai vraiment jamais vu ça par ailleurs. Même les grands-mères, entre guillemets, pendant les soirées, peuvent vouloir taper dans le ballon. C'est vraiment incroyable. Et au-delà de ça, en effet, après, c'est l'organisation. Le football est extrêmement bien organisé en différentes strates, en différentes fédérations, parce que pour le coup, il y a ce qu'on connaît, l'AOUF, l'association uruguayenne de football, qui recouvre que le football professionnel, mais il y a aussi des fédérations assez puissantes sur le bébé football, le football pour enfants, et aussi sur le football de l'intérieur, qui est du football amateur, qui draine aussi énormément de gens pour du football amateur. Des fois, on voit des matchs de football amateur de l'intérieur, donc entre les villes de l'intérieur du pays, qui drainent des milliers de personnes. C'est incroyable de voir le nombre de gens qui peuvent aller voir un match de football amateur. Et tout cela est très bien organisé pour que dans ce tamis, il y ait assez peu de joueurs qui soient perdus. C'est-à-dire que pour le coup, en Uruguay, s'il y a un bon joueur, il ne sera pas perdu. Il rentrera dans un centre de formation, il sera bien éduqué, il aura ce qu'il faut, il aura le suivi derrière, que parfois, dans certains autres pays, peut-être il ne l'aura pas. Du moins, voilà, c'est ma théorie. Après, il y a peut-être du coup une histoire de savoir-faire dans cette organisation, parce que de savoir-faire et de philosophie du football, parce que quand tu me parles d'Uruguay et d'infrastructure, tu m'as poussé à regarder des matchs du championnat uruguayen, en rentrant à Lucarno Posé maintenant depuis longtemps. J'ai fini par regarder vraiment les matchs de Lucarno Posé de l'Uruguay, et pas juste ceux que l'on voit au travers de la Libertadores ou de la Sudamericana. Et c'est quand même, comme tu l'as dit, t'as une sensation un peu presque de semi-amateurisme, même en première division. Tu sens que les infrastructures, à part pour le national et Peñarol et encore, on n'est pas à la pointe de la technologie, on est loin de la Masia. Donc, en tout cas, voilà, c'est plus une question de philosophie, de manière de vivre et de voir le football, parce que question infrastructure, on est loin d'être à la pointe. Oui, après, il faut, d'après moi, différencier deux choses. Tout d'abord, il y a le championnat professionnel, qu'on peut voir qu'il y a forcément un championnat pauvre, au-delà des joueurs, par le fait tout simplement qu'il est une petite structure, qui a une petite capacité, c'est-à-dire que c'est 3,5 millions d'habitants. Il y a beau y avoir 66% de la population qui a souscrit aux chaînes de télévision pour voir ce championnat, ce qui paraît un chiffre énorme, 66% des gens qui ont payé pour avoir le paquet, pour avoir les matchs de football uruguayen. Ça n'empêche que c'est que sur la base de 3,5 millions. Donc forcément, le championnat est pauvre, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la richesse des clubs, c'est plus les billetteries, c'est les droits télé. À côté de ça, il y a d'autres structures que le championnat de première division, comme je le disais, sur le football pour les gamins, où c'est très bien organisé. Dès 6 ans,
Ils organisent 2000 matchs par week-end autour de Montevideo, juste pour ça. Quand je dis c'est bien organisé, c'est qu'ils ont un sens de la compétition. C'est-à-dire que très jeune, on apprend, et ça c'est l'un des trucs qui peut aussi différencier l'Uruguay, c'est que très jeune, on leur apprend le sens de la compétition, le sens de la victoire, le sens de la coupe. Ce qui peut manquer parfois, pour en avoir discuté, notamment au sein de Lucarno Posé avec d'autres correspondants qui s'occupent de l'Afrique par exemple, où il n'y a pas d'organisation comme ça. Et même pour les adultes parfois, ça peut aller très loin. En Uruguay, dès 4-5 ans, ils peuvent s'inscrire dans des championnats, dans des ligues, jouer la coupe à la fin de l'année, et jouer pour quelque chose. Un foot amateur très fort en fin de compte en Uruguay. Un foot amateur très fort, parce qu'il comprend pour le coup vraiment l'intégralité de la structure de la population. Je vais donner un exemple pour les départements de l'intérieur. Il y a 60% de tous les enfants de 6 à 13 ans de certaines villes, comme Colonia ou Maldonado, qui sont inscrits, qui ont une licence dans un club. 60% de tous les enfants. Ça veut dire qu'on prend les filles inclus. C'est énorme. Ils sont tous inscrits là-dedans, ils sont tous rentrés là-dedans. Et ce qui fait que donc ils acquièrent, donc comme je disais, dans le tamis des bons footballeurs, il n'y en a pas un qui est perdu, parce qu'ils sont tous vus par des organisateurs. Les organisateurs sont eux-mêmes souvent des anciens footballeurs, donc des gens qui s'y connaissent, parce que forcément des footballeurs professionnels en Uruguay, entre ceux qui jouent en Uruguay et ceux qui jouent à l'extérieur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc des gens qui ont la culture du football, il y en a beaucoup. Et donc voilà, tous les jeunes rentrent dans cette structure-là et apprennent vraiment un sens de la compétition. C'est-à-dire que voilà, c'est inhérent à la culture, c'est-à-dire qu'il faut quand même gagner. Voilà. La fameuse, ça c'est un poncif en Europe, on l'a déjà évoqué sur le Lucarno Posé, la fameuse culture charrua, la culture des Indiens charrua, c'est un cliché, ça, c'est une idée reçue, c'est toujours cette affiliation à la culture charrua et le fait d'avoir cet esprit combatif, cet esprit de compétition, de tout donner. Oui, ça dépend, c'est-à-dire que le terme en tant que tel fait référence aux Indiens de charrua qui pouvaient habiter sur le territoire avant l'indépendance, etc., et qui ont été plus ou moins exterminés, que ce soit par l'invasion espagnole et après pendant le processus d'indépendance dans les guerres locales. Donc il y a toujours cet abus de langage, en effet, de faire appel à ces Indiens-là. À côté de ça, en effet, il y a une vraie culture de la gagne. Il y a une vraie culture même si on perd 2-3-0, il y a toujours un espoir, et ne serait-ce que le fait de marquer un but reste super important. C'est la fameuse histoire, c'est une magnifique histoire que je vous invite à lire, mais Cavani avait été interviewé pendant le mondial en Russie sur une histoire qui s'appelait le but de la glace. C'est-à-dire que quand il était jeune à Salto, on lui apprenait que le dernier marqueur, la dernière personne qui marquait un but pendant le match avait droit à une glace gratuite. Et il expliquait que ça l'avait marqué toujours, parce qu'il ne vient pas d'une famille très riche, Edinson Cavani, donc il avait pas, pour lui c'était super d'avoir une glace. Donc ils se battaient tous à la fin du match, non seulement pour gagner, mais pour marquer le dernier but. Et ça, voilà, c'est quelque chose de fort, et c'est vraiment typiquement représentatif de cette volonté de tout donner pour gagner, à défaut de pouvoir gagner parfois, mais au moins de tout donner. Est-ce que, en fin de compte, il n'y a pas presque un besoin, comment dire, est-ce qu'il n'en va pas de l'existence de l'Uruguay dans cet esprit de combativité, dans cet esprit de compétition, justement, quand on est un aussi petit pays coincé entre deux immenses pays? C'est un moyen de s'affirmer. Ouais. C'est sûr, au-delà de l'existence, parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme depuis que le football existe, il n'y a plus vraiment de compétition pour savoir qui va envahir l'Uruguay comme il pouvait y avoir en 1850. Mais ça reste un moyen de s'affirmer, ça reste un moyen, en effet, comme beaucoup ont pu le dire, de placer l'Uruguay sur la carte. C'est ce que disait Attilio Narancio, qui était l'homme qui était président de la UF pendant les premières victoires en Coupe du Monde, qui disait que l'Uruguay, grâce à ses victoires, n'était plus juste un petit point sur la carte du monde. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup un moyen de s'affirmer et de pouvoir dire on existe, on est là, et voilà, c'est nous, quoi. Et même si on est plus petit, les deux grands à côté, on arrive à les battre. Alors c'est sur un terrain de football, mais voilà, ça vaut quand même, et on est là. L'Uruguay a eu des générations un petit peu moins glorieuses que d'autres. Après tout, quand même, ça arrive. Il vient d'en avoir une excessivement talentueuse et glorieuse. La relève s'appelle Torreira, Bentancur, Nandez. Voilà, donc il y a toujours une relève actuellement, Valverde, oui, au Real de Madrid. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait menacer cette pérennité du miracle uruguayen? Ce qui pourrait menacer clairement, c'est que l'Uruguay a besoin d'une organisation, comme toutes les petites structures, sinon ça peut partir rapidement dans tous les sens. L'Uruguay a souvent eu quand même des très bonnes générations, c'est-à-dire que bizarrement, il y a souvent eu des très bons joueurs en Uruguay. Il y a des joueurs qu'on n'a jamais vus en Coupe du Monde, ou très peu,
ou qui n'ont pas montré les choses qu'ils auraient pu montrer en Coupe du Monde, comme Recoba en 2002. C'est un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. C'est vrai. Et on ne le voit pas parce qu'il est dans une structure où l'entraîneur fait un petit peu n'importe quoi, où la fédération fait n'importe quoi, les agents de joueurs, l'agent de joueur derrière principal fait n'importe quoi. Et forcément, ça ne peut pas marcher. La génération précédente, il y a Francescoli, et on ne le voit pas en Coupe du Monde. Francescoli doit faire 3 matchs en 86 en Coupe du Monde. Je parle de mémoire, mais on ne le voit pas en Coupe du Monde parce que l'Uruguay ne se qualifie plus après, en 98, en 94. On n'a pas l'occasion de le voir parce que, pareil, l'absence de structure fait que rapidement, un agent de joueur, par exemple, peut faire que la sélection explose. C'est le grand miracle, et c'est pourquoi tous les Uruguayens lui sont reconnaissants. C'est ce qu'a fait Tabarez. C'est au-delà de la tactique, parce que je pense vraiment pas techniquement que Tabarez soit un génie tactique, par exemple, mais c'est qu'il a réussi à mettre une structure, une organisation qui a hiérarchisé les choses, qui a fait que tout le monde pousse dans le même sens, qui a défini les priorités, les objectifs. Et c'est plus ça qui pourrait faire plus, je pense, que l'absence de joueurs, parce que là, on voit encore une fois que devant, il y a des... Comme on dit, le milieu de terrain, pour la prochaine Coupe du Monde, avec les Valverde, les Bentancur, comme tu disais, il y en a assez peu sur Terre qui peuvent dire on a des milieux de terrain comme ça, de 22-23 ans, qui ont un tel potentiel. Ça n'empêche que si demain il arrive quelque chose à Tavares, par exemple, où on ne sait pas qui va prendre la relève, comment il gérera les choses, quelle organisation il mettra. Et le plus important sera, je pense, pour respecter ce qu'il a fait, ce sera de conserver cette idée de processus et d'organisation de la sélection nationale. C'est ça qui fera que... D'accord, mais je dirais, s'il arrive quelque chose à Tabarez et que pendant un temps, ce processus, tous ces procès, cette organisation retombe, en effet, il y aura peut-être des tumultes, des turbulences, comme on dit en aviation, mais probablement que cela reviendra. Moi, quand je parlais de danger, c'est est-ce qu'un jour, je faisais référence à la pérennité de ce miracle. Je pense par exemple aux clubs uruguayens qui sont un petit peu passés au second plan sur le plan continental depuis une décennie. On voit des nations comme ça en Europe qui ont fini par disparaître parce que trop petites démographiquement ou trop petites sur la scène footballistique, parce que les clubs n'ont pas suivi. Je sais pas, moi je dis ça à brûle pour point, je pense à la Roumanie, la Hongrie par exemple, typiquement exactement la Hongrie. Est-ce que l'Uruguay un jour, parce que un pays trop petit, parce que le miracle pourrait être menacé, je sais pas, par le foot business, par d'autres choses, est-ce que l'Uruguay pourrait, à l'image de la Hongrie aujourd'hui, devenir un kidam du football? Dire non, forcément, serait prétentieux. C'est toujours possible d'avoir vraiment une mauvaise génération. Mais ils ont vraiment, pour le coup, un réservoir et ils ont un petit réservoir, mais vraiment la capacité de gérer au mieux ce réservoir. Et ils produisent toujours des joueurs. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on pense toujours avoir une génération de kidam, peut-être, d'avoir une génération de cracks et de se dire la prochaine, ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'on se dit, en effet, derrière Suarez, Cavani sera très compliqué. Et là, on voit un milieu de terrain qui apparaît et qui est formidable. Et quand on regarde tous les centres de formation, même dans les grands clubs, c'est l'avantage. Alors, l'avantage de la perte de leadership de Peñarol et Nacional au niveau continental, c'est qu'ils se sont lancés dans la formation. Avant, Peñarol Nacional, il y a 20 ans, 30 ans, ne faisait pas de formation. C'était les petits clubs qui formaient pour eux. Ils les prenaient à l'âge adulte, à 18, 19 ans. Ils les terminaient, voilà. Ils étaient tranquilles. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils étaient obligés parce qu'ils n'avaient pas de sous, donc ils avaient besoin de vendre des joueurs. Aujourd'hui, ça représente 25% de leur budget, la vente des joueurs. Donc, ils sont obligés de former. Et ils forment très bien parce que, pour le coup, de nombreux qu'on a cités sont formés au Peñarol ou Nacional. Donc, je suis plutôt optimiste de ce côté-là pour l'avenir. D'autant plus qu'à la différence des clubs, les joueurs ne changent pas de pays. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ils ne peuvent pas changer de pays pour l'argent, pas encore complètement, du moins. Donc, c'est plutôt positif. Après, oui, éventuellement, ce qui pourrait... Oui, le championnat a quand même besoin de garder une certaine légitimité. Je pense aussi que les Uruguayens sont habitués au fait que leur championnat était beaucoup moins crédible au niveau continental. Il avait son charme au niveau local, mais que ce ne serait plus pareil. Et que les joueurs, maintenant, tous les joueurs de sélection sont partis. Tous les joueurs de sélection sont déjà des joueurs à l'étranger. L'avantage à l'heure actuelle, c'est que les Uruguayens peuvent suivre leurs footballeurs à l'extérieur. Ils étaient fans de Liverpool quand Suarez jouait à Liverpool. Maintenant, ils sont fans de Madrid parce que Valverde y joue. Ils suivent le PSG parce qu'il y a Cavani. Demain, Cavani part du PSG. Ils suivront un autre club. Ils s'en foutent. C'est un peu le football moderne. Mais ils sont tellement fans, ils ont tellement ça dans leur ADN, le football, que je ne pense pas qu'il y ait une menace à terme avec ça. D'accord, très bien. Bon, rapidement pour terminer, alors on enregistre, il y a la Copa América 2020 en Argentine et en Colombie, oui, en Argentine et en Colombie, qui se profile. L'Uruguay va gagner.
évidemment. L'Uruguay va gagner, il le mériterait parce que la dernière Copa América a laissé un certain goût d'amertume avec ce qui s'est passé contre le Pérou, parce que c'est toujours frustrant de perdre avec des pénaltys après 90 minutes de jeu seulement, quand l'équipe en face n'a pas tiré une seule fois au but. Mais après, c'est le football. L'Uruguay a aussi gagné des matchs un petit peu sales. C'est pas vrai. Et si, c'est arrivé par le passé. Donc bon, c'est le football, mais disons que voilà, comme dirait Tabarès, l'essentiel n'est pas de regarder par le passé ce qui s'est passé, mais le futur. Et ça peut, la Copa América est forcément un objectif, d'autant plus que Cavani va avoir le temps de bien se reposer sur le banc du PSG pour la fin de saison. Luis Suarez va revenir bien de sa blessure pile poil au bon moment. Le milieu de terrain, c'est des jeunes de 20 ans qui sont magnifiques, qui jouent pareil au Real de Madrid, comme on l'a dit, ou à la Juventus. Qui prennent de la bouteille. J'ai mon Andez au Genoa, Cagliari sur MPG, il a de bonnes notes. On a là le prochain champion du monde. Sûr et certain, tu signes? Alors, j'étais déjà un peu convaincu avant la précédente Coupe du Monde. Mais là, quand on regarde l'équipe, l'équipe de France a prouvé qu'il valait mieux avoir un très bon milieu de terrain plutôt qu'une très bonne attaque. Et là, il n'y a pas meilleur milieu de terrain. Bon. Donc on verra bien, mais on met un petit pesos. C'est noté, Jérôme, on met un petit pesos. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'avoir évoqué, d'avoir essayé de développer cette interrogation sur le miracle uruguayen avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis!